Bonjour, donc, je m'appelle Mohamed Tabni, je suis géographe, plutôt géographe environnementaliste, et donc je suis maître de conférence en géographie à Poitiers et membre du laboratoire Ruralité, qui est un acronyme qui signifie rural, urbain, lien, territoire, environnement et société. Et je suis membre du comité scientifique régional à Climatera. Bien, donc par rapport à mon intervention et pour faire suite à la présentation de Madame Chevalier, moi je prends l'échelle plutôt à l'échelle un petit peu mondiale et un aspect plus géopolitique concernant justement cet aspect de la justice climatique environnementale à travers les résultats des négociations sur justement comment gérer, comment compenser les impacts du changement climatique différenciés, tel qu'il a été dit auparavant, sur les différents pays. Par rapport au niveau local, je pense que Mme Chevalier avait bien présenté par rapport à l'apport du droit dans l'approche, en tout cas, de la question de la justice climatique ou environnementale par rapport à des problématiques de gestion des espaces naturels ou de la biodiversité ou autres, et donc dans les mécanismes permis par le fonctionnement démocratique de la société en France. Moi, je prendrais un petit peu plus les aspects négociations, qu'est-ce qu'il en résulte réellement pour les forêts et la biodiversité. Biodiversité et forêt sont prises dans l'étau à la fois de l'impact anthropique, hein, donc des activités humaines, mais aussi de l'impact du changement climatique. Alors, je vais quand même dire deux mots, peut-être que je risque de ne pas être tout à fait conforme à une approche juridique par rapport à la justice environnementale, mais plus ou moins cette dimension dans le cadre des négociations internationales. Donc ensuite, j'aborderai la question plus de la forêt et de la biodiversité, la question des peuples autochtones qui vivent dans les forêts en particulier et qui tirent leur subsistance des forêts. Et enfin, qu'est-ce qu'il en est résulté de toutes ces COP et des négociations entre acteurs, décideurs, c'est-à-dire les institutions multilatérales, les États, mais aussi les ONG et un petit peu la société civile. Donc, finalement, quelles avancées? Est-ce qu'on a fait assez? Est-ce qu'on n'a pas fait assez? Etc. Bien, donc la justice climatique fait partie effectivement du concept de justice environnementale et c'est un petit peu la théorie de la justice dans le champ de l'environnement et de l'écologie. Donc derrière cette participation en quelque sorte de la justice, c'est la question du bien commun ou des biens communs de l'humanité, sauf que la plupart du temps, certains biens communs sont territorialisés, ils sont dans les cas des frontières. Et derrière aussi cet aspect de bien commun, il y a les services rendus aux sociétés et à l'homme, ce qu'on appelle les services écosystémiques. Bien, donc on parle d'injustice ou de justice climatique, donc arrive le changement climatique et il accentue cette prégnance de cette nécessité de l'action qui recouvre à la fois des aspects de solidarité internationale, mais aussi de régulation, en quelque sorte. Parce que, tout simplement, eh bien, depuis les années 70, mais surtout depuis les trois dernières décennies, on sent qu'on est dans l'ère des phénomènes extrêmes qui sont plus violents, qui sont plus lents et qui se répètent. Et donc, ce sont bien les signaux, les symptômes d'un changement, on peut dire quasiment irréversible. Et donc, les populations qui sont impactées, forcément, c'est les plus vulnérables. C'est les plus vulnérables, plus exposés. Ça peut être dans le cas du territoire national, mais à l'échelle internationale, c'est vraiment par rapport au niveau de développement, la capacité d'anticiper, de gérer les crises. Donc il y a cet aspect de
de déstabilisation profonde qui peut conduire à des migrants climatiques, etc. Donc, on voit maintenant le rôle des institutions multilatérales, des États. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on endigue le phénomène ou on essaye quand même de faire des actions pour réduire cet impact? Et la responsabilité, ça a été posé, hein, donc qui est responsable de ce dérèglement climatique? Puisque maintenant la cause, elle est connue, c'est bien le forçage climatique par les activités anthropiques, c'est-à-dire la libération de gaz à effet de serre et son emprisonnement dans l'atmosphère principalement, qui est le moteur de ce dérèglement, de ce réchauffement. Ceci dit, s'il est le fait des pays développés, principalement, il a été et il continue, les pays du Sud y contribuent de plus en plus à travers les besoins liés à la croissance démographique, mais aussi aux besoins de la croissance économique ou du développement, hein, et qui se calquent en gros sur le modèle de développement suivi par les pays développés. Donc derrière cet aspect de cette justice climatique et ces approches, il y a la question donc de ce droit sur la nature et l'environnement pour tout un chacun, donc la légitimité de l'action, que ce soit individuelle, des groupes humains, des entreprises, les collectivités, les pays, etc. Et donc cela induit des devoirs et des obligations légales. Alors, juste, je crois qu'on ne voit pas le... Et donc, je cite une phrase d'un responsable du PNUD. En l'absence d'une tierce partie, pour administrer une justice, eh bien, les plus forts outrepassent leurs droits et échappent à leurs devoirs. Donc, malgré tout, malgré les négociations, on sent qu'il y a ces rapports de force qui déterminent souvent l'issue des négociations. Donc, par rapport au thème forêt et biodiversité, on peut considérer que beaucoup de peuples dépendent des ressources naturelles dans les forêts et la biodiversité à travers les services écosystémiques rendus, mais plus particulièrement des peuples qui vivent dans les forêts, que ce soit les Amérindiens, que ce soit les Pygmées en Afrique centrale, que ce soit les Dayak, on les appelle comme ça au Sarawak, hein, donc ex-Bornéo en Indonésie, et donc d'autres îles qui dépendent réellement des ressources de la forêt, c'est-à-dire à la fois par la cueillette, mais aussi par la chasse, par la pêche, à travers donc les différentes composantes que l'on trouve dans les écosystèmes forestiers. Et donc il y a un soutien affiché, en tout cas, par rapport à leur cause. Leur territoire se trouve de plus en plus réduit par l'avancée des francs pionniers, par le développement de cultures industrielles, etc. Et donc, une figure emblématique de ce mouvement, c'est Raoni Metuktir. Donc, c'est un chef coutumier d'une communauté d'Amazonie qui a été reçu, accompagné par le chanteur Sting, mais reçu aussi par les chefs d'État français jusqu'à présent. Et donc, les grandes ONG, Greenpeace, Oxfam ou Rainforest, donc, agissent et soutiennent ces peuples autochtones face à des multinationales pétrolières, face à des politiques publiques, je dirais, de type que mène, en tout cas que promeut Bolsonaro, par exemple, au Brésil, pour la conquête de nouvelles terres et développer les cultures industrielles d'exportation. Bien, alors, le changement climatique, qu'est-ce qu'il a induit réellement? Et puis, on va regarder juste un petit peu à partir des éléments les plus récents. Donc, depuis les années 80, le changement climatique s'accentue, le réchauffement s'accentue, et on a de plus en plus d'années où on a des records de chaleur. Et à l'échelle de la planète, on a un peu plus d'un degré d'augmentation depuis 1850 ou 1880 selon les enregistrements. En France métropolitaine, eh bien, on a aussi des records. Là, l'année 2019 a été au 3e rang des années les plus chaudes, avec des augmentations donc, constatées jusqu'à plus 2,1 degrés par rapport à l'année de référence ou à la décennie de référence.
Donc là, l'évolution des choses, elle ne laisse il n'y a absolument plus de doute, il y a un consensus scientifique robuste par rapport aux données, par rapport aux travaux scientifiques. Si on regarde les contributions, ça c'est tiré du dernier rapport du GIEC, si on regarde les contributions, on voit bien que les pays les plus développés, hein, donc on peut dire les pays de l'OCDE, mais aussi la Russie, sont en tête nombre des émissions de gaz à effet de serre par habitant. Et sur le total, donc en 2018, par exemple, eh bien, on a 39 milliards de tonnes de CO2 rejetées. Eh bien, vous retrouvez en tête l'Amérique du Nord, et puis ensuite l'Europe à 27, 28, et ensuite viennent les autres régions, on peut dire. Voilà. Et l'évolution, ça veut dire que le ralentissement, si vous regardez les courbes du bas, donc sur sur le graphique en bas à gauche, vous voyez que l'Europe, malgré tout, l'Europe à 27, elle a stabilisé ses émissions de gaz à effet de serre. En revanche, la Chine, l'Inde et les États-Unis continuent. Les États-Unis aussi baissent, mais un peu plus lentement que les trois pays, Chine, Inde et le reste du monde, donc les pays du Sud principalement, eh bien, continuent à plutôt rejeter plus de CO2 qu'ils n'en séquestrent. Bien, alors, quelles sont les régions du monde qui sont impactées par ces phénomènes de changement ou des extrêmes de chaleur? Vous avez ici les extrêmes de chaleur. Je crois que c'est bon. Donc, tout ce qui est en brun, vous avez donc une augmentation qui est vraiment documentée et prouvée. Donc pour les sécheresses, idem, donc tout ce qui est en jaune un peu bistre, c'est en augmentation. Et donc vous voyez que l'Afrique, vous avez l'Australie qui est en plein dedans, vous avez la partie de l'Asie de l'Est, donc la Chine, le Moyen-Orient, autour de la Méditerranée. Ce sont des faits qui sont avérés. Donc la fragilisation des écosystèmes, elle est, et de l'agriculture dans ces pays, elle est réelle. Quand est-ce que la première mise en cause des pays développés, dont la responsabilité en tout cas, a été déclaré? Eh bien, ça a été lors du premier sommet donc comment il s'appelle, à Kyoto. Donc, on a d'abord créé la fameuse Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique, et c'est là que, dans le texte, c'est bien marqué que l'ensemble des pays figurant dans l'annexe 1, c'est-à-dire les pays à économie de marché qui s'engagent à réduire, qui ont signé cette convention, qui s'engagent à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, eh bien, doivent fournir des ressources financières pour contenir ces émissions et venir en aide aux pays en voie de développement. Parce que tout simplement, au-delà des responsabilités communes, il s'agit bien des pays développés qui ont la responsabilité la plus élevée par rapport aux pays en voie de développement ou les moins avancés qui apparaissent comme qui ont une responsabilité beaucoup plus faible. Donc là, il y a eu accord pour dire, effectivement, historiquement et jusqu'à présent, les pays développés sont un peu les moteurs de ce dérèglement. Bien, alors, les écosystèmes forestiers contribuent à la séquestration du carbone, et plus leur surface se réduit, plus le phénomène de réchauffement ou de dérèglement est accéléré.
Donc, le recul des forêts pour les différents besoins ou par les incendies ou autres, eh bien, constitue à la fois une catastrophe pour les écosystèmes et les habitats des différentes espèces animales, mais aussi d'autres espèces végétales qui sont inféodées, qui sont perdues, et donc des opportunités économiques, c'est-à-dire des ressources qui sont perdues. Rôle des forêts, il est multifonctionnel, pas seulement de stockage de carbone, mais cependant, c'est le deuxième puits le plus important de carbone de la planète après l'océan. En France, on considère que 70 millions de tonnes de CO2 sont captées par les forêts. Alors, vous avez juste cette carte. Vous voyez que tout ce qui est en bleu et violet correspond aux zones forestières où il y a encore des forêts primaires, mais qui correspondent aussi ou bien à des zones de montagne qui correspondent aux zones de biodiversité la plus riche. Donc, je rappelle que la biodiversité, elle est définie par les écologues comme la diversité des espèces, la diversité spécifique, la diversité génétique et la diversité des habitats, donc la diversité écosystémique. Vous avez les trois niveaux de cette biodiversité. Alors, je passe. Bien, les services écosystémiques, une forêt, elle va offrir un certain nombre d'aménités, on peut dire. Donc, des services d'approvisionnement, ça peut être par la cueillette, c'est le bois, c'est les ressources génétiques. Les services de support, donc, elle va permettre au cycle de l'eau et à la photosynthèse, donc, de se produire, et des services de régulation, par conséquent, du climat, à travers une meilleure qualité de l'air, de l'eau, et enfin des services culturels, c'est-à-dire à travers l'usage non consommateur, je dirais, matériel ou physique de la forêt à travers les activités de loisirs et les activités récréatives. Alors, je passe sur les organismes qui travaillent sur les services écosystémiques des forêts ou qui font l'inventaire. Vous avez l'IPBES qui est l'équivalent du GIEC, mais pour la biodiversité, et qui fait des rapports réguliers. Donc le dernier sommet, là, s'est tenu à Pékin il y a quelques jours. Et puis vous avez des labels, vous avez donc l'Union internationale de conservation de la nature qui fait aussi des inventaires pour les listes rouges, les espèces en voie de disparition, les espèces qu'il faut protéger, etc. Bien, alors, l'impact du changement climatique, c'est la destruction principalement des forêts tropicales. On estime que chaque année, quelques 12 à 13 millions d'hectares de forêts tropicales disparaissent. L'impact du changement climatique ces dernières années a été marqué par les fameux incendies géants suite à des sécheresses et à des canicules et qui ont dévasté des millions d'hectares en Australie, en Californie et en Amazonie. Les années 2018 à 2020 ont été parmi les plus chaudes, et puisqu'on a eu, même en 2020, les fameux incendies le long du cercle arctique en Russie. Donc, ce qui n'était jamais arrivé en Yakoutie. Alors, les conséquences, c'est l'appauvrissement général des écosystèmes, une fragmentation et des habitats et une érosion du vivant. Pour les océans, c'est là également l'acidification et la diminution donc, du plancton, donc tout ce qui concerne les ressources halieutiques. Globalement, c'est la réduction des services écosystémiques pour les hommes. Alors, ça peut être aussi accentuer cette diminution cet appauvrissement des écosystèmes par la sylviculture avec les monocultures. On le voit en France avec le pin Douglas qui a été généralisé un peu partout et qui est fragilisé. Lorsqu'il est fragilisé par des sécheresses, il est la proie de ravageurs et d'insectes. Bien, alors, les populations autochtones dans ces forêts sont très souvent marginalisées et ne sont pas consultées par rapport au choix d'aménagement de ces forêts. La plupart du temps, c'est une vision économique de la filière bois
par les pays, ou alors on donne des permis d'exploration ou d'exploitation du pétrole, comme en Équateur, par exemple, où on a, dans un parc naturel protégé, permis aux entreprises pétrolières de faire des forages et de pomper le pétrole. Donc, associer les populations locales, autochtones, est un élément de leur gestion durable parce que ces populations ont une connaissance très longue de ces écosystèmes et ont toujours vécu de manière extrêmement proche de pour favoriser leur durabilité. Et donc, même la FAO les considère comme des gardiens de la forêt. Alors, je vais passer. Donc, le changement d'usage des sols, c'est un élément très important de la baisse du stockage de carbone et donc d'accentuation des émissions et donc du réchauffement. Donc, la déforestation va favoriser les émissions à partir donc de la matière organique qui était contenue dans les sols et qui était renouvelée par le cycle phénologique des arbres. Une fois que les arbres ont disparu, ce ne sont pas les cultures qui peuvent assurer le même type de fonction. Alors, les réponses de la communauté internationale par rapport justement à la biodiversité, à la protection de la biodiversité et des forêts. Donc, avant Rio, 1992, à partir duquel on a eu donc un certain nombre de grandes conventions, il y a eu quand même des conventions qui étaient antérieures, comme celle sur les zones humides, en 1971. Donc ça inclut les mangroves. Les mangroves sont des forêts amphibies sur les vasières littorales des pays tropicaux. L'accord sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées, le CITES, et puis la protection du patrimoine mondial, culturel, mais aussi naturel, en 1972, et puis la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel en Europe, ce qu'on appelle la Convention de Berne, en 1979. Celle-là, elle est venue un peu après Rio. Alors, la conférence de Rio en 1992, elle a permis d'aborder sur le plan planétaire les grands problèmes d'environnement. Et la Convention sur la diversité biologique a été adoptée en 1992, elle est entrée en vigueur en 1993, suivie par la Convention sur la désertification. Donc là aussi, il y a quand même une composante à la fois de biodiversité, ça concerne plus les zones de savane soumises à la désertification, et enfin la Convention sur le changement climatique du protocole de Kyoto en 1990 et qui a été signée en 1994. Bien, alors comment on va aider, lors des forums, lors des négociations dans les grandes enceintes internationales, lors des COP et la conférence des parties, comment on pense à cette solidarité internationale et venir en aide sur le plan de la justice environnementale. Eh bien, on a lancé un certain nombre donc, de fonds. Il y a le fonds d'adaptation au changement climatique. Je reviendrai sur un autre fonds qui a été un peu antérieur, donc lancé en 2007, et qui est fondé sur des compensations à travers les taxes prélevées sur les quotas de carbone des pays qui dépassent le seuil qui a été négocié. Donc ça permet de développer des adaptations, donc limiter l'impact du changement climatique, mais aussi aider les pays à mettre en place des technologies propres, les pays du Sud, pour également diminuer l'émission de gaz à effet de serre et également à restaurer les terres dégradées, en fait, pour améliorer les puits de carbone forestiers. Alors, le Fonds vert pour le climat, il a été adopté en 2009 lors de la COP 15 à Copenhague. Donc, lui, ce fonds, il est destiné à lutter contre la déforestation. Et secondairement, adoption de mesures d'adaptation aux conséquences du réchauffement climatique. Là aussi, il est fortement dépendant des moyens alloués par les pays développés. À Paris, lors de la COP 21,
il a été négocié que les pays les plus riches devaient mobiliser 100 milliards de dollars par an entre la signature de l'accord et 2020. Les bénéficiaires, principalement les pays en voie de développement, les plus vulnérables. À ce jour, à peine 6 milliards de dollars ont été mobilisés et utilisés. Donc, on est encore loin. On devait avoir quasiment 5 milliards de dollars par an pour justement les projets en direction de ces pays en voie de développement. Alors, il y a également le mécanisme REDD+, qui est un acronyme, c'est-à-dire, je traduis, c'est pour la réduction des gaz à effet de serre à partir de la déforestation et la restauration un peu des terres. Donc là aussi, c'est un volet forestier de la lutte contre le changement climatique. Donc ce mécanisme a été ouvert lors de la signature de l'accord de Kyoto et on a compris qu'à l'échelle mondiale et dans les pays du Sud, les forêts tropicales sont, bassin de l'Amazonie, bassin du Congo, mais aussi Indonésie, sont les points focaux, en tout cas, de la lutte contre le changement climatique. Et c'est un potentiel très important de séquestration. Pour capter le carbone, eh bien, il faut gérer ces forêts de manière durable à travers, justement, des aides de ce REDD+. Et ces fonds proviennent essentiellement donc des pays développés à travers la taxe carbone ou par des mécanismes de compensation, hein, donc des entreprises qui vont promouvoir la plantation d'arbres ou la restauration des terres dans les pays du Sud. Donc, on a vu qu'il y a 4 conventions, mais aucune ne porte spécifiquement sur les forêts. Il n'y a pas malgré le rôle global, sur le climat global qui a été reconnu, on n'a pas trouvé d'accord qui intéresse toutes les facettes, toutes les fonctions de la forêt. Celles qui ont été adoptées, les accords ou quelques règlements, ne concernent la forêt que de manière sectorielle pour tel ou tel aspect de gestion. C'est-à-dire qu'on va retrouver la forêt, à travers aussi les espèces ou les arbres, dans des aires spéciales de protection avec d'autres espèces floristiques et d'autres espèces aussi de faune. Le seul accord qui existe, c'est celui de l'accord international sur les bois tropicaux qui vise à lutter contre les bois de contrebande et puis à travers la certification de la gestion durable des forêts. Donc c'est le fameux FSC, hein, Forest Stewardship Council. Donc c'est un conseil qui a un certain nombre de critères et d'indicateurs pour labelliser l'exploitation forestière. Et si on a une démarche vertueuse, labellisée, eh bien, il y a des aides pour que... donc, dans ce volet, il y a également, la labellisation couvre la protection des droits des populations locales et leur prise en compte, en tout cas, dans cette labellisation. Donc, la communauté internationale n'a pas pu convenir d'un traité forestier qui inclut donc cette multifonctionnalité et ainsi que la protection de manière patente, hein, des populations autochtones qui en dépendent. Donc la diversité culturelle, à un moment donné, il y avait même à l'UNESCO une tentative de créer une charte de la diversité culturelle pour les peuples autochtones, mais elle a capoté parce qu'il y a eu beaucoup d'opposition, parce que ça revient ça a été compris comme donner des droits, des ingérences pour donner des droits à des minorités, et donc c'était considéré comme un acte politique d'ingérence. Donc, derrière le manque de convention sur les forêts se trouve la perception
de beaucoup de pays de cette fameuse ingérence écologique. Le droit d'ingérence écologique, comme on a parlé, du droit d'ingérence humanitaire. Et donc, les forêts se trouvent à l'intérieur des frontières du Brésil, de la Bolivie ou de la Colombie, là, je prends la forêt tropicale, ou de l'Indonésie, ou de la République du Congo. Et donc, voilà, la communauté internationale, à la différence du climat qui, lui, n'a pas de frontières, ou la biodiversité qui circule aussi à travers les migrations d'oiseaux ou autres, et les espèces invasives. Donc, on n'arrive pas à réellement concevoir une approche, par exemple, de la forêt de manière absolument spécifique. Et derrière ces déficits, eh bien, il y a toute l'action vis-à-vis de la biodiversité, mais pas seulement à l'intérieur des espaces protégés nationaux, mais vue de manière vraiment globale. Sachant que les objectifs du millénaire de Johannesburg en 2002 stipulaient que les États doivent mettre en protection forte 30% de leur territoire pour la biodiversité. En France, on est peut-être à 22%, je crois, mais on se rapproche. Alors, voilà, donc pour les aspects de gestion de la biodiversité au niveau local en France, on peut en discuter par rapport à quelle est la place des territoires par rapport à l'approche sectorielle ou centralisée en France à travers des institutions comme l'Office français pour la biodiversité ou pour l'eau, ou les milieux aquatiques, etc. Je vous remercie. Comment dire? On a pris conscience que ce soit la déforestation, elle va libérer la matière organique, va se minéraliser, c'est-à-dire que le cycle du carbone, de l'azote vont s'accélérer, c'est-à-dire ils vont repartir, en grande partie dans l'atmosphère en tout cas, et ils ne restent plus piégés dans les sols. Les sols, c'est aussi un des puits de carbone, à condition qu'il y ait toujours un renouvellement de la matière organique et un travail du sol différent que d'une démarche de culture industrielle et monoculture, etc. Pour le permafrost, c'est déjà le résultat du changement climatique, puisque les températures l'élévation des températures constatée est la plus rapide dans les régions polaires et arctiques, supérieure aux régions tropicales. Et donc, tout le permafrost, qui est dans la zone, on peut dire, périglaciaire et glaciaire, de la Russie au Grand Nord canadien et en Alaska, eh bien, il ne se renouvelle plus. Les hivers, donc, le dégel, il y a un front de dégel qui progresse en profondeur. Et ce dégel qui devient durable ou quasi permanent, eh bien, il va permettre la libération donc, de méthane et de dioxyde de carbone qui étaient piégés dans le sol sous forme de matière organique. Donc il va y avoir des réactions, donc une minéralisation, on appelle ça en pédologie, de cette matière organique. Donc voilà. Est-ce qu'on a une estimation de ce que ça peut avoir comme conséquence en termes d'émissions ? Ça va accentuer, sachant que le méthane, il est encore supérieur en termes de réchauffement que le dioxyde de carbone. Donc c'est encore une source nouvelle qui aggrave les émissions de gaz à effet de serre. Et c'est la même chose quand les Indonésiens défrichent de manière radicale pour planter des palmiers à huile, eh bien, toute cette matière organique qui était stockée sur plus de 1 mètre, 1,50 m, grâce à la forêt primaire ou les forêts très denses avec plusieurs étages, eh bien, ça va également libérer énormément. Ça veut dire que les palmiers à huile ne remplaceront jamais, en termes d'apport de matière organique, ce qui est perdu, ce qui a été rejeté.
Au-delà de toute prise en compte de fertilisants, azotés ou autres, qui sont aussi des éléments d'émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà, en plus, vous avez toutes les tourbières qui s'assèchent, hein, et là également, c'est de la matière organique, et vous avez le feu qui peut rester, y compris pendant l'hiver en Russie. Ils ont découvert que certains feux couvent sous la neige dans la zone continentale russe quand il y a après des incendies. Idem pour l'Indonésie. Donc les tourbières indonésiennes aussi parfois brûlent indéfiniment. Non, au niveau européen, il n'y a pas de directive. Il n'y a pas de directive cadre, par exemple, comme sur l'eau, hein, de 2000, la directive cadre sur l'eau de 2000, la DCE 2000, hein, voilà, qui devait évaluer la qualité des eaux et prendre des mesures pour la qualité. Donc il n'y a pas de directive, ni sur les sols, ni sur les forêts. Il y a des orientations. L'Agence européenne pour l'environnement donne collecte des informations, donne des pistes d'aménagement, mais chaque État, avec ses services forestiers, on pense principalement l'ONF, mais aussi toute la recherche de l'INRAE, hein, donc, eh bien, ils ont installé un certain nombre un réseau de stations de suivi depuis déjà très longtemps. Le réseau René Coffort et également, donc, il y a un suivi, plusieurs stations depuis le climat méditerranéen jusqu'au climat montagnard, tempéré, etc. Donc toutes les nuances du climat en France, avec des stations dans les forêts domaniales, avec un suivi de l'évolution par rapport à l'évolution des conditions, des caractéristiques climatiques. Pas de mesure pour le coup, comme vous disiez, à l'échelle européenne ou française? Non, il y a une très forte collaboration entre scientifiques, comment dire, professionnels du bois aussi, hein, parce que c'est aussi une ressource, il ne faut pas quand même l'oublier, et une forêt, pour qu'elle soit en bonne santé, il faut quand même aussi faire des coupes de temps en temps. Bon. Donc il n'y a pas de directive, hein, et derrière tout ça, eh bien, il y a quand même aussi des impératifs économiques, de souveraineté et de filières propres à chaque pays. Il est très difficile de dire que l'Union européenne dise attention, on voudrait que les forêts constituent un puits de carbone qui devrait stocker 40% des GES émises par l'Europe des 27. Voilà, donc ça c'est... Donc on retrouve les mêmes problématiques que pour agir sur l'Amazonie. À peu près, voilà. Donc à chacun de définir. Donc si la France veut garder dans son budget carbone le poids important de la forêt, quand même, qui contribue énormément à ces quotas de carbone qui sont... le seuil est plus haut que d'autres pays parce que une forêt extrêmement vaste et en incluant les dom-toms. Donc voilà, le choix entre les fonctions économiques. Alors, la France essaye d'allier les différentes fonctions de la forêt. Hein, mais de plus en plus, on lui demande d'être fournisseuse de bois énergie. Donc il y a une pression très forte sur les peuplements.